Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et merci d'être avec nous en direct à Média en scène. Et aujourd'hui, c'est presque, ce panel, c'est presque un sujet de philo auquel on vous convie. L'expertise est-elle une opinion ? On va avoir, nous, une demi-heure déjà pour rendre une bonne copie, je l'espère. Et si la question se pose, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'expertise est prise à partie dans le débat public, qu'elle est contestée, qu'elle est parfois militante, qu'elle est parfois problématique et qu'elle est parfois mise en doute, très souvent même mise en doute. Alors pour en parler, eh bien, j'accueille Nathalie Hennig, qui est sociologue au CNRS. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur le statut de l'artiste, de l'art contemporain, de l'identité, les valeurs et l'épistémologie des sciences sociales. Vous développez une forme de critique des sciences sociales aujourd'hui. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre, d'un tract, puisque c'est le format qui a été publié chez Gallimard pendant la pandémie, qui a fait grand bruit dans les milieux académiques, dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche. Nathalie Hennig, ce que le militantisme fait à la recherche. Voilà, et ça se lit très bien. De pamphlet contre une emprise, on va dire, une emprise politique, idéologique que vous constatez aujourd'hui dans le milieu dans lequel vous évoluez, et notamment dans le milieu des sciences sociales et de la sociologie. À ma droite, Étienne Klein. Étienne, vous êtes philosophe, physicien, producteur sur France Culture. On vous écoute bien évidemment régulièrement. Vous êtes une des voix scientifiques de France Culture. Et vous avez publié pendant la période de pandémie, comme quoi ça a donné aussi des fourmillements dans les esprits, dans les mains, dans les doigts, pour écrire. Et vous avez écrit Le goût du vrai, qui est sous la même forme, donc chez Gallimard, et dans cette excellente collection Tract, qui est née pendant la pandémie. Je voudrais vous poser une première question à tous les deux. Peut-être on va commencer avec vous, Étienne. On a vécu une expérience grandeur nature avec cette pandémie pour le monde de médias, et certainement une expérience qui va laisser un avant et un après, et sans doute quand même avec des choses positives à en tirer. Pendant 18 mois, se sont succédés ici, à la Maison de la Radio, dans nos studios, sur les plateaux de télévision, dans les colonnes des journaux, des scientifiques, des chercheurs, des médecins, une typologie d'acteurs différents, mais ayant en commun de posséder des savoirs particuliers pour éclairer ce que nous étions en train de vivre avec une énorme incertitude, bien évidemment. Mais on n'avait jamais eu autant de scientifiques, d'experts, en fait, dans les studios ou sur les plateaux. Qu'est-ce que vous, en tant que scientifique, vous tirez comme leçon ? Est-ce que vous pensez que ça a marché, globalement, qu'on a réussi collectivement à éclairer l'opinion, ou est-ce qu'il y a eu des ratés, des erreurs, des choses sur lesquelles nous devrions pouvoir capitaliser et apprendre pour la suite? Alors, merci pour votre invitation. Moi, ce tract, je l'ai appelé Le goût du vrai. C'était par référence à un texte de Nietzsche. Dans Humain trop humain, il y a une page qui consacre à ce qu'il appelle l'avenir de la science. Et il pronostique que, plus tard, le goût du vrai disparaîtra à mesure que la vérité procurera moins de plaisir. On y est peut-être. Et je me suis demandé si, justement, on n'avait pas atteint ce stade qu'il avait prédit. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que c'est compliqué de faire un jugement global sur tout ce qui s'est passé dans les médias, notamment dans la relation entre les médias et les scientifiques. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tant que citoyen, téléspectateur, au début, j'étais plutôt enthousiaste. Non pas à propos de l'épidémie elle-même, mais à propos du traitement scientifique qui en serait donné dans les médias. Pourquoi ? Parce que nous était donné là une occasion historique de faire de la pédagogie scientifique, d'expliquer comment on fait de la science. Il y a plusieurs façons de faire de la science. Les sociologues ne travaillent pas comme les physiciens théoriciens, qui eux-mêmes ne travaillent pas comme les biologistes. Mais en l'occurrence, on aurait pu passer du temps dans les médias à expliquer ce qu'est un essai en double aveugle quand il s'agit de tester un médicament, ou un essai randomisé. On aurait pu expliquer... Ce sont des mots qui sont un peu imposés dans le débat public. Mais pendant pourquoi cette il ne faut période, pas confondre corrélation et causalité ? On aurait pu passer un peu de temps à expliquer ce qu'on appelle une exponentielle, puisque le mot exponentielle est devenu un mot de la langue commune. Et puis aussi, comment on utilise les statistiques. Quand on dit qu'un test est efficace à 95%, que veut dire 95%? Vous dites on aurait pu. Ça n'a pas marché. On l'a fait au début. Et puis très vite, on a remplacé cette pédagogie par des espèces de clash entre experts plus ou moins autoproclamés dont on savait à l'avance qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ça a alimenté ce que j'appellerais une confusion entre la science et la recherche. La science, c'est des connaissances qui correspondent pense-t-on, aux bonnes réponses à des questions bien posées.
Ça veut dire que pour critiquer un résultat scientifique, il faut un argument scientifique. La Terre est ronde, l'atome existe, l'univers est en expansion, les espèces vivantes évoluent. Voilà des choses La qui science, sont... c'est les acquis de la connaissance, Voilà, en quelque sorte. C'est l'histoire. C'est des acquis. Ce n'est pas des vérités absolues, mais en tout cas, pour les attaquer, il faut du lourd. Et ce corpus de connaissances qui constitue la science, il est par nature incomplet. Donc il pose des questions dont on n'a pas la réponse. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Donc le moteur de la recherche, et les c'est chercheurs le donc doute. sont dans une autre Nous, physiciens, temporalité. On ne sait pas pourquoi l'antimatière a disparu de l'univers primordial. On ne sait pas si le neutrino est sa propre antiparticule ou non. Donc on fait des recherches. Donc le doute, c'est le moteur de la recherche, en même temps que c'est son combustible. Parce qu'à mesure qu'on avance, le doute se déplace. Mais quand on confond la science et la recherche, comme on l'a fait dans beaucoup d'endroits, eh bien, l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche est venue coloniser l'idée même de science. Et on a dit, la science, c'est le doute. Mais alors, si la science, c'est le doute, et si en plus, je vois des experts qui ne sont pas d'accord à propos de certains sujets, entre guillemets scientifiques, pourquoi moi, avec mon ressenti, mes croyances, mes connaissances, mon bon sens, ma jugeote, je ne pourrais pas dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui, en apparence, fait controverse. Alors c'était un apprentissage pour les journalistes, ça a été aussi un apprentissage pour les scientifiques, les chercheurs, les médecins. Vous avez l'impression qu'eux aussi ont appris à intervenir dans le débat public? Moi, je refuse de nommer des boucs émissaires, c'est trop facile. Je pense que chacun doit réfléchir rétrospectivement à ce qu'il a fait. Les scientifiques, les politiques, les médias, etc. Il n'y a pas un coupable. On s'est tous trompés à un moment ou à un autre. Mais je pense que, et ça serait une note un peu positive, on a vu se déployer au long de ces quelques mois la dynamique propre d'un effet que les sociologues connaissent bien, qui est l'effet Dunning-Kruger, du nom de 2 sociologues qui se sont intéressés à ce phénomène, qui est que quand on a un nouveau problème, on a tendance à le considérer comme un problème ressemblant à des problèmes déjà traités. Donc on dit c'est simple, je ne suis pas médecin. On applique une recette. Je ne suis pas médecin, mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. Exactement. Voilà. Et donc on fait preuve d'arrogance, alors même qu'on est incompétent. Et puis à mesure que le temps passe, on apprend des choses, on s'instruit, on se rend compte que le problème est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Donc on gagne en compétence et on perd en arrogance. Et à la fin, quand on est devenu compétent, on se rend compte qu'au début, on était incompétent. Et donc il y a quand même une pédagogie qui s'est faite, dans beaucoup de cas, grâce à cette présence de la science qu'on peut critiquer, qui n'a pas toujours été parfaite, mais quand même, à la fin, on a acquis en compétences. Sauf dans certains endroits très spécialisés, qui sont les sites complotistes, dans lesquels l'arrogance est toujours présente. Okay, en tout cas, gagner en compétences et perdre un peu d'arrogance, ça me paraît une excellente formule. Nathalie Hennig, pour vous aussi, en tant que spécialiste des sciences sociales, cette expérience-là, vous l'avez observée. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans ces moments-là? Pour compléter ce que vient de dire Étienne, qui est très important, la différence entre la science, qui est l'état stabilisé et consensuel des connaissances, et la recherche, qui est la science en train de se faire et donc soumise à l'incertitude, au doute, etc. Il y a un troisième moment, et je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est le moment de l'expertise, qui est le moment où les connaissances scientifiques sont utilisées comme aide à la décision dans le débat public. Or, c'est ce moment-là qu'on a vu à l'œuvre médiatiquement, et c'est un moment qui, par définition, est problématique parce que c'est compliqué de prendre les bonnes décisions au bon moment, on n'a pas tous les éléments, etc. Donc c'est un moment qui est... Et c'était nouveau. Et c'était nouveau, donc c'est un moment qui est par définition empli de doutes et d'incertitudes. Et là encore, cette situation de doute et d'incertitude propre à l'expertise rejaillit indirectement sur la science et on finit par dire, bon, finalement, les scientifiques, ils en savent pas plus que nous. Alors que la différence entre l'expertise d'un scientifique ou de quelqu'un qui est mandaté, disons, pour aider à la décision, et une simple opinion de citoyen ordinaire, c'est que dans le premier cas, on s'appuie sur des connaissances, on s'appuie sur une compétence, comme dit Étienne, que n'a pas forcément le citoyen ordinaire. Et c'est cette confusion qui est à l'œuvre en ce moment, que l'on voit faire des ravages, et notamment en raison de ce que je préfère appeler les ragots sociaux, puisque aujourd'hui, les moyens techniques de diffusion des opinions font que toutes sortes d'opinions, des plus imbéciles aux plus intéressantes, circulent sans que les gens soient
amenés à s'interroger sur l'origine et le support de diffusion. Or, dans le monde scientifique, nous avons des règles très strictes de publication qui font qu'on ne publie rien dans des revues scientifiques qui n'a été expertisé par les pairs, etc., soumis à des procédures de validation très Même si très parfois il y a eu strictes. quelques, Alors, il y a toujours des débordements, mais le principe est quand même celui-là. Il reste valide. Alors qu'une opinion de citoyen ordinaire, c'est une opinion qui n'est soumise à aucune contrainte, aucune rigueur. Elle l'était avant les ragots sociaux, du temps où des journalistes, des spécialistes des médias faisaient le travail d'intermédiaire et décidaient d'inviter ou pas telle personne, de publier ou pas telle opinion. Mais dès lors qu'il y a une sorte de marché autorégulé, si on peut dire, de l'opinion sur les ragots sociaux, à ce moment-là, on ne sait plus d'où vient l'information. On ne sait plus si la compétence qui est à l'origine de l'opinion est une véritable compétence experte ou si c'est juste l'opinion du « moi je pense que ». Et du même coup, on arrive à cette situation de dilution de la notion d'expertise, de la notion de vérité, qui est notre état postmoderne extrêmement problématique. Et si vous êtes là tous les deux, Nathalie et Nick, c'est aussi parce que vous partagez une forme d'inquiétude, on peut se le dire, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une transformation de l'espace public, notamment de l'âge numérique. Aujourd'hui, nous sommes envahis d'informations, nous sommes tous les uns et les autres des médias, en quelque sorte. Nous interagissons avec un espace public, nous pouvons liker, partager, on a une voie d'expression possible à travers les outils numériques. Et cette situation-là, du paysage de l'information, a développé une forme de relativisme, où les paroles, tout d'un coup, se valent. Et pour préparer cet échange, j'évoquais avec vous une phrase de l'historien, sociologue Marc Lazare, qui m'a beaucoup marqué au moment de la crise des Gilets jaunes, où il me disait « Mais est-ce que vous avez repéré le mot qui revient le plus souvent ?» Et ce même mot, d'ailleurs, on l'a entendu aussi dans les manifestations anti-vax. On nous en fume. Les médias nous en fument, les politiques nous en fument, les chercheurs nous en fument. Tout le monde en prenait. Et, ajoutait Marc Lazare, le danger de cette époque, c'est que l'expertise est aujourd'hui ressentie par une partie de la population, pas 100%, Dieu merci, mais comme une domination sociale, voire comme la plus sournoise des dominations sociales. Est-ce que ça, vous le sentez, vous aussi ? Absolument, et on voit là très bien les ravages de la sociologie de la domination qui a pris le haut du pavé dans le domaine des sciences sociales aujourd'hui, qui interprète tout en termes de dominant-dominé, y compris des situations de dissymétrie de connaissances qui sont parfaitement légitimes. Dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, il est normal que certains en sachent plus que d'autres. C'est même la définition même d'une situation de transmission des connaissances. Or, on en arrive à cette situation délirante où cette dissymétrie peut être interprétée comme une forme de domination. Donc là, on est vraiment dans des systèmes vraiment extrêmement problématiques. Et malheureusement, les sciences sociales aujourd'hui alimentent énormément cette tendance à discréditer toute forme de savoir comme étant le savoir de quelqu'un qui sait plus que nous et donc qui serait un dominant. Et je peux donner évidemment un certain nombre d'exemples, j'en donne pas mal dans mon tract, mais pour revenir au sujet par lequel on a commencé, cet été on a découvert qu'un de mes collègues sociologues au CNRS a publié dans un blog sur Mediapart, c'est-à-dire c'est typique de cette dérégulation qui fait que il suffit qu'on ait un blog et on peut s'exprimer, une analyse prétendant que les vaccins seraient à l'origine de 1000 morts en France, avec une énorme confusion entre corrélation et causalité. C'est exactement ce qu'évoquait Étienne Klein à l'instant. Un chercheur au CNRS, un truc basique, quoi. Absolument basique. Bon. Il s'est fait heureusement taper sur les doigts par le comité d'éthique du CNRS, le président du CNRS. Donc il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions. Enfin, des sanctions, non, il n'y a pas de sanctions. Il y a des paroles pour dire que c'est pas bien. Bon, pour le moment, il n'y a pas de sanctions, ce qui, à mon avis, est problématique. Il y a eu aussi récemment une démission au conseil scientifique de la fédération, la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, dont ce collègue est président, parce que la fédération n'a pas pris de mesures pour l'écarter. Donc ça produit quand même quelques effets. Il y a heureusement donc des réactions de résistance face à cette dérégulation de la notion donc de vérité. Et ce que je montre dans ce tract, c'est que on assiste depuis quelques années à une remontée absolument spectaculaire de quelque chose que nous avons malheureusement bien connu dans les années 50-60 avec le marxisme et les années 70 avec le gauchisme, à savoir une perte d'autonomie des sciences
totalement prises dans des causes politiques qui font que beaucoup de La science est embarquée. La science est embarquée. Des chercheurs et des enseignants-chercheurs pensent légitime de mettre leur travail au service de causes politiques, causes qui sont souvent parfaitement légitimes sur le plan politique, contrairement à la cause de mon collègue anti-vax. Et ça, c'est autre chose. Mais la plupart de ces causes sont des causes en faveur de l'égalité, contre les discriminations. Vous ne leur reprochez pas d'avoir des opinions personnelles, Absolument. Mais vous considérez en revanche que c'est contradictoire avec le métier de chercheur. Absolument, puisque nous sommes payés, nous, enseignants-chercheurs, pour produire et transmettre des connaissances, du savoir, et non pas pour diffuser nos opinions et faire croire aux étudiants que le rôle de l'université serait d'être une annexe des syndicats ou des associations militantes. On voit avec vous, Nathalie Hennig, qu'il y a un problème à la fois du côté du récepteur, mais aussi du côté de l'émetteur dans ce débat public. Et qu'on pourrait penser que, voilà, vu d'en haut, j'allais dire, le peuple ne comprend pas de façon méprisante et arrogante, alors qu'en fait, il y a aussi un problème du côté de l'émetteur. Il y a ce que j'appelle une confusion des arènes qui fait que Votre expression est excellente. L'arène scientifique d'un côté et l'arène politico-civique, disons, de l'autre, sont confondus, que ce soit au niveau des récepteurs via cette dérégulation dont nous parlions tout à l'heure, qu'au niveau, malheureusement, pas tous, mais d'un certain nombre d'émetteurs, qui entretiennent volontairement cette confusion, quelquefois par conviction militante mal placée à mon avis, quelquefois aussi par simple lâcheté et par suivisme, parce que le mouvement actuel est tellement puissant dans le monde universitaire que s'opposer à cette emprise du militantisme peut vous valoir votre carrière. Hein. C'est en ce moment très problématique. Est-ce qu'il y a, Étienne Klein, une confusion des arènes, pour reprendre l'excellente expression de Nathalie Hennig, dans l'univers, j'allais dire, des sciences dures, pour caricaturer un peu? Je pense que c'est beaucoup moins fort. Moi, la leçon que je peux tirer de l'analyse que je fais de cet épisode, c'est que quand un chercheur parle dans les médias, il ne devrait pas dire « je ». Voilà, il devrait dire « nous », pour montrer que ce qu'il dit pourrait être dit par quelqu'un d'autre. On a assisté à une personnalisation des interventions, avec des figures emblématiques, etc., qui d'ailleurs étaient souvent remplacées par d'autres. Mais ce qui est intéressant avec la recherche, c'est que les chercheurs, qu'ils soient dans les sciences dures ou dans des sciences humaines et sociales, ce pas des gens qui sont sortis de la condition humaine. Ils ne sont pas plus objectifs que vous et moi. Ils ne sont pas plus purs que n'importe qui. Ils n'ont pas subi de cure de désintéressement. Il n'y a pas de pureté scientifique. Non, ça n'existe pas. La seule chose qu'on demande à un scientifique, ce n'est pas de s'extraire de la condition humaine. Ce n'est pas d'être quelqu'un d'à part. C'est d'être honnête. Mais honnête dans un sens très particulier. Vous êtes scientifique, vous posez... L'autonomie de la recherche, moi j'aime bien aussi le... Vous posez une question, vous faites des travaux pour tenter de répondre à cette question. Vous obtenez des résultats. L'honnêteté pour vous consiste à les présenter à des gens qui travaillent sur des sujets semblables, pour recueillir leurs critiques, leurs avis, leurs assentiments éventuellement. Et ça peut vous amener à reprendre le travail, à faire d'autres expériences, etc. Et à la fin, ça peut être très long, à la fin, on est capable ensemble de dire « nous savons que ». Nous savons que ça c'est la science acquise, c'est la constitution d'un savoir. Et ensuite, nous nous demandons si. Voilà les questions que nous nous posons. Et ce nous est un gage d'objectivation. Et je pense que c'est une des leçons qu'on doit tirer. Éviter d'inviter des gens qui se font remarquer par le fait que leur discours personnel se démarque d'un discours collectif. Et ceux qui mettent leurs résultats sur Twitter avant de les avoir présentés à la communauté à laquelle ils appartiennent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat public, on parle du récepteur, le grand public, de l'émetteur, les académiques que vous représentez, les intellectuels. Et puis, il y a nous, entre les deux, là, je vais reprendre ma casquette de journaliste, qui sommes les médiateurs. Et bien évidemment, on n'a pas tout fait parfaitement. On a aussi appris. On est peut-être meilleur ou moins mauvais maintenant que nous ne l'avons été au tout début de la crise. On sait que la sélection des journalistes se fait plutôt par des matières littéraires et pas assez par les matières scientifiques. Et donc, il y a un prisme aussi, un niveau de culture générale scientifique des rédactions qui est en grande partie à construire. Et c'est le sens de la question que je voulais vous poser à tous les deux. C'est, au fond, on a besoin, surtout dans cet espace public extrêmement dégradé, de construire des digues de confiance, des alliances, j'allais dire, entre le journalisme et la connaissance, que les deux pôles que vous représentez, les sciences sociales et les sciences dures. Comment fait-on ça? Est-ce qu'on apprend de ce qu'on a
vécu collectivement? Est-ce qu'on est capable de créer des passerelles entre ces deux univers? Est-ce qu'il y a des règles? Vous avez défini l'un et l'autre des règles que devraient être celles du scientifique, du chercheur, l'autonomie des savoirs, surtout pas d'emprise idéologique, politique, personnelle, etc. Est-ce qu'il y a des choses aussi dans ce jeu à trois qu'on pourrait inventer dans cette période? Moi, plutôt que de les inventer, je pense qu'il faudrait les transmettre et je milite pour que, au sein de l'éducation nationale, on enseigne aux enfants ce que sont les contraintes d'établissement de la vérité journalistique et scientifique. Parce que le point commun entre les journalistes et les chercheurs, c'est que leur publication, leur présence publique est liée et subordonnée à des contraintes très précises. Donc j'en ai un petit peu parlé pour les contraintes de publication des chercheurs. Il y en a d'autres que celles que j'ai nommées. Et pour les journalistes, ils ont des règles de déontologie, ils ont la loi, ils ont la confiance professionnelle de leur pairs qui fait que s'ils disent des bêtises ou s'ils font des fautes, ils sont sanctionnés, ce qui n'est pas le cas du premier citoyen venu qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Et je pense que si l'on commençait par enseigner aux élèves ce que sont ces contraintes, ils comprendraient plus facilement la différence entre une simple expression, l'expression d'une simple opinion du type « moi je pense que » et quelque chose de professionnel, que ce soit en termes de vérité journalistique ou en termes de vérité scientifique. Et j'ajoute aussi que pour ce qui est de la déontologie des journalistes, il y a bien évidemment des échelles de qualité des journalistes et les plus mauvais sont en général ceux qui se font les porte-paroles des intervenants les plus spectaculaires, ceux qui sont dans le « moi je pense que », ceux qui vont faire le buzz comme on dit, parce que ça fait de l'audience. Et ça, ce sont des journalistes dont on sait qu'ils sont au plus bas niveau de l'échelle de qualité des journalistes. Il faudrait que ces journalistes qui se contentent d'être les porte-paroles de gens qui ne sont pas fiables comprennent qu'ils sont complices de la diffusion de fausses nouvelles, d'informations qui n'en sont pas, etc. Exactement de la même façon que lorsque vous rediffusez un ragot, vous êtes complice de ce ragot, vous n'êtes pas simplement un transmetteur neutre, vous êtes un transmetteur de ragot. Et bien de même, les journalistes qui tendent leur micro à des gens qui ne sont pas fiables sont des complices de ces fraudes intellectuelles. Voilà, ça c'est un point important qui concerne aussi nos métiers, de la régulation de nos métiers. Effectivement, on a beaucoup développé ces derniers temps le fait quand on fait une erreur sur une antenne, dans un article, etc., de signaler, de situer à la bonne place le fait que nous faisons une correction, puisque ce qui était dit a été faux à tel moment, et que voilà, il y a une erreur, donc et se donner une exigence, pas de conditionnel, par exemple aussi. Je pense que ça, dans le domaine de l'information, c'est important. Ça évite des brouillages. Qu'est-ce que vous voyez, Étienne? Moi, je pense que la solution au problème qu'on a évoqué, c'est en effet l'éducation. Mais le problème de l'éducation, on demande beaucoup à l'école déjà. Non, mais c'est du très long terme. Il faut former les professeurs, ça va prendre beaucoup de temps. L'esprit critique. Voilà, l'esprit former à l'esprit critique. Mais l'esprit critique, attention, il y en a plusieurs. C'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Il y a un esprit critique qui consiste à contester tout ce qui est dit, même ce qui est dit et qui est vrai. Donc, les platistes... Les réseaux complotistes sont bourrés d'esprit critique. Voilà, ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Et moi, je connais une personne qui croit que la Terre est plate et elle invoque l'esprit critique. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'esprit critique. Mais surtout, je pense qu'à court terme, ce qu'on peut faire grâce à un renforcement des collaborations entre journalistes et scientifiques, c'est d'utiliser l'actualité pour faire de la pédagogie. C'est-à-dire, quand on raconte un événement qui s'est passé, il y a certainement des choses à raconter autour de cet événement qui mettent en question un peu de science. J'ai parlé de l'exponentiel, on pourrait parler d'autres notions comme ça. L'actualité est un prétexte pour qu'on distille de façon presque continue dans l'actualité des informations scientifiques. Dans votre essai, Nathalie Hennig, on va peut-être finir là-dessus, on vous sent tout à fait préoccupé parce qu'il y a, selon vous, une forme de dérive quand même aujourd'hui dans l'université. Et vous craignez manifestement que des choses qui se passent aux États-Unis, qu'on a vu se développer dans un certain nombre d'universités américaines, qu'on croyait un peu marginales, et qui finalement sont beaucoup moins marginales
qu'on ne le pense, et vous n'êtes pas la première. Moi, j'ai rencontré plusieurs historiens, des gens qui enseignent aujourd'hui et qui sont extrêmement préoccupés, y compris par le climat de défiance ambiante au sein des institutions universitaires. Alors en fait, le courant qui se développe en France, c'est la conjonction de courants militants nés en France ou en Europe dans les 10 ou 20 dernières années, et surtout de courants venus des États-Unis qui, dans l'esprit de ce qu'on appelle le woke, c'est-à-dire l'idée qu'il faut être en permanence éveillé aux discriminations, on est tout à fait dans un courant religieux de type théologie de l'éveil. On est vraiment dans cette continuité-là, qui exclut de la communauté ceux qui ne pensent pas comme il faut. Et donc, on assiste à une montée en puissance des censures, données non pas par l'État sous le couvert des lois, mais par de simples citoyens, des censures, des mises à l'index, des intimidations. Je pourrais vous en citer des dizaines, mais la plus récente est très intéressante. C'est un spécialiste, je crois, de géophysique qui a été invité à donner une conférence extrêmement prestigieuse au MIT, en droit éminemment prestigieux. Et il se trouve que quelque temps auparavant, il avait publié un article où il affirmait que le mérite doit rester une valeur centrale dans le domaine académique, ce qui est normal. Ce qui n'est pas un scandale absolu. Eh bien, ça a été considéré comme scandaleux par des partisans du mouvement woke qui estiment qu'en sélectionnant par le mérite, on discrimine les personnes issues de minorités qui auraient du mal à accéder au savoir, etc., qui donc ont fait une campagne sur les ragots sociaux, évidemment, contre ce professeur. Et suite à cette campagne, la direction du MIT a décidé de déprogrammer cette conférence, ce qui est absolument sans précédent et énorme. Heureusement, ça a quand même créé une énorme contre-mouvement d'opinion, et un autre institut prestigieux lui a offert de faire une conférence. C'est incroyable ça, parce que ce que vous on va devoir se terminer juste une seconde. Ça montre que dans votre domaine, les sciences sociales, la censure est omniprésente, alors que dans notre domaine, les sciences dures, c'est le contraire. On peut dire n'importe quoi dans les médias ou ailleurs sans avoir la moindre sanction. Bon, nous allons devoir s'arrêter là sur cette note un peu pessimiste, mais en tout cas, soyez vigilants, gardez le bon esprit critique, et comme le bon cholestérol, comme nous y invitait Étienne Klein. Merci Nathalie Hennig d'avoir été avec nous, merci Étienne Klein, et vous poursuivez tout de suite la suite de Médias en scène.